Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission en partenariat avec Next Impact et Arrêt sur Image sur Internet, les nouvelles technologies, le numérique. Aujourd'hui, deux invités qui viennent de Reporters sans frontières, Christophe Bouget, qui est responsable cellule Internet de Reporters sans frontières. Grégoire Pouget. J'ai dit quoi? Christophe Pouget, c'est un mix des deux. Moi, et Christophe Deloire. Grégoire Deloire, non, Christophe. Christophe Deloire, qui est délégué général de secrétaire général, ça commence bien, de Reporters sans frontières. Et je vous invite aujourd'hui, parce que la semaine dernière, le 12 mars, c'était la journée mondiale de lutte contre la cybercensure, qui est une initiative qui a été lancée en 2008 par Reporters sans frontières, et où cette année, vous avez contribué à débloquer 9 sites qui sont censurés dans un certain nombre de pays. On y reviendra. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis allé sur le site de Reporters sans frontières, il y a un petit compteur qui s'affiche et il y avait 175 nets citoyens en prison. Alors, c'est quoi cette expression de net citoyen ? En fait, c'est, de notre point de vue, des journalistes, des gens qui, dans leur pays, exercent la fonction sociale du journalisme, mais qui sont des amateurs, au sens où c'est des non-professionnels, pour utiliser la traduction d'une terminologie. Des blogueurs. Mais parce que dans beaucoup de pays, au fond, vous avez mentionné 175 nets citoyens en prison, il y a 180 journalistes professionnels en détention dans le monde. On pourrait se dire qu'avec les nouvelles technologies, au fond, il y a une disparition des exactions à l'ancienne, j'allais dire, des journalistes tués dans certains pays ou placés en détention. Malheureusement, même s'il y a un développement des moyens de coercition liés aux nouvelles technologies contre la liberté de l'information, les anciennes exactions, elles demeurent. Et elles s'appliquent simplement maintenant, en plus, à des gens qui exercent cette fonction sociale-là. Parce que dans beaucoup de pays, l'État parvient d'abord à contrôler l'audiovisuel, ce qui est le plus contrôlé partout, que ce soit dans les dictatures, dans les mesures totalement différentes dans les régimes démocratiques, c'est l'audiovisuel. Parfois, il y a une survivance d'une petite presse écrite qui, plus ou moins bien, arrive à vivre avec quelques espaces de liberté. Et l'endroit sur lequel il y a de nouveaux espaces de liberté, c'est évidemment le web, où là, il y a des nouveaux acteurs qui, du point de vue de certains États, sont moins contrôlables. Et donc, l'un des moyens de les contrôler, enfin, il y a plusieurs moyens, il y a des moyens technologiques, on y reviendra, et puis il y a le moyen de les envoyer en prison. Et il y a des nets citoyens, des journalistes citoyens, qui sont dans certains pays en prison depuis très longtemps. Alors, j'ai vu, par exemple, en Chine, il y en a qui sont en prison depuis l'an 2000. Oui. Il y a 73 internautes qui sont en prison en Chine. La Chine, c'est un pays où il y a, on considère, nous, à Reporters sans frontières, qu'il y a une centaine de journalistes qui sont en détention, 30 professionnels et 70 non professionnels qui sont ces nets citoyens, mais qui font un travail d'information, qui font le travail d'enquête. C'est quoi? C'est des blogueurs, c'est des gens qui partagent sur Facebook ou l'équivalent des réseaux sociaux? Qui font le job d'une certaine manière, c'est-à-dire qui vont faire des enquêtes. Alors, c'était des journalistes en Chine qui sont allés faire des enquêtes après le tremblement de terre dans le Sichuan. C'est des gens qui font des enquêtes sur la corruption. Et au bout d'un moment, lorsque le gouvernement chinois, le Parti communiste, puisque le gouvernement chinois, c'est simplement une façade du Parti communiste, en a assez, il tape extrêmement fort. Il a d'ailleurs mis en place des lois, et avec le nouveau président chinois, Xi Jinping, des lois extrêmement fortes qui font que, dès lors qu'on est trop souvent retweeté, trop souvent cité, on peut se retrouver en détention. Mais c'est le cas dans d'autres pays, c'est le cas au Vietnam. Au Vietnam, alors, au Vietnam, il y a 27, en Iran et au Vietnam, il y a 27 personnes qui sont en prison à cause d'Internet, et il y en aurait 17 en Syrie. C'était le cas du Vietnam, l'endroit où ceux qui représentent un contre-pouvoir, qui font, je citais des enquêtes sur la corruption, sur le pouvoir, mais c'est aussi des enquêtes sur les affaires sanitaires, environnementales, c'est ces nets citoyens qui se vivent d'une certaine manière, j'allais dire, comme des journalistes, au sens où ils sont vraiment soucieux d'aller chercher des faits, de la vérité pour les apporter plus largement. On les distingue de gens qui sont des activistes, qui sont des gens qui utilisent Internet à des fins politiques, etc., qui peuvent être tout à fait louables, ou moins, enfin plus ou moins, chacun a son avis. Nous, on parle de gens qui vont chercher les faits pour les rapporter. Et au Vietnam, je crois que c'est aussi au Vietnam où il y en a qui sont en prison pour offense au chef d'État, au roi. Oui, alors après on a les infractions retenues, à certains endroits, c'est des offenses à tel ou tel roi, à d'autres endroits, c'est des notions de blasphème. Voilà, l'un de ceux qu'on pourrait citer, c'est Raif Badawi. C'est ce Saoudien qui a été condamné à 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, plus une amende, parce qu'il a créé un site internet
c'est un jeune homme, il a un peu plus de 30 ans, il a créé un site internet sur lequel il a ouvert des débats et sur lequel il y a eu des critiques de la police religieuse, des critiques de choses tout à fait aberrantes, de ces prédicateurs saoudiens qui remettent en cause le travail des astronomes au motif que ça relativise la charia. Et pour ça, il a été condamné à une peine. Et on sait où il en est d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a une pression internationale. Il y a une pression internationale à laquelle Reporters sans frontières a beaucoup participé. On a au début, on lui a remis notre prix, le prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse dans la catégorie Net Citoyen, justement, à l'automne dernier. Ensuite, on a beaucoup mobilisé. Peu à peu, des chancelleries occidentales se sont indignées, l'Union européenne. Ça a permis que sa peine soit suspendue, enfin l'exécution de sa peine soit suspendue, puisque après la première la première flagellation, il disait si jamais on recommence tout de suite, il va mourir. Donc, parce que c'était 1000 coups de fouet administrés, enfin qui étaient censés lui être administrés en 20 séances de 50 coups de fouet. Il se trouve que Raif Badawi, par ailleurs, est en très mauvaise santé. Le problème, c'est que lui-même, son épouse, ses enfants, enfin tous ceux qui s'intéressent à son cas, chaque vendredi se demandent s'il n'aura pas droit à une nouvelle séance. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, Raif Badawi soit gracié, et non seulement qu'il ait en permanence cette épée de Damoclès d'une éventuelle prochaine séance au-dessus de la tête, mais qu'il puisse être libéré. Mais c'est un pays, alors il y a le cas de Raif Badawi qui est le plus extrême, le pire, mais un autre journaliste a été condamné à 200 coups de fouet il y a quelques mois. L'avocate de Raif Badawi, qui avait créé avec lui ce Saudi Liberal Network, qui était son site, a été placée en détention. Elle, c'est au motif d'un tweet. Ouais. Et on a le cas de Nabil Rajab au Bahreïn, qui lui aussi est régulièrement incarcéré et torturé parce qu'il poste des tweets qui sont considérés comme offensants par la monarchie bahreïnie. Une autre chose qui m'a intéressé, c'était votre définition de la cybercensure. Parce que ça recoupe plusieurs choses, en fait. Alors, la cybercensure, je ne sais pas si ça recoupe plusieurs choses. Nous, on l'a défini comme étant le fait de bloquer un site internet. Et la journée du 12 mars, c'est la journée internationale contre le fait de bloquer des sites internet. C'est pour ça qu'on a essayé de débloquer des sites. Alors, et évidemment, les sites qu'on a choisis, ce sont des sites d'information, puisque notre mandat c'est pour la liberté de l'information. Et évidemment, il n'y a pas que des sites d'information qui sont bloqués. Et les 9 sites qu'on a choisis, ce sont des sites qu'on connaît bien. Et cette opération Collateral Freedom, c'est également l'occasion de mettre en avant ces sites-là, parce qu'on trouve que leur travail est vraiment exceptionnel. C'est une façon aussi d'honorer le travail journalistique et la qualité du travail de... Alors, on va les citer. Grani, qui est un site d'information russe qui est bloqué depuis mars 2014 au nom de la loi Lougovoy, qui autorise le blocage administratif de sites internet appelant à prendre part à des manifestations non autorisées. Ouais. C'est un site d'opposition, c'est un site libre, Alors, c'est un site qui fait du journalisme indépendant et c'est un site qui ne suit pas la propagande russe. C'est un des rares sites en Russie qui a eu un traitement plutôt équilibré du conflit en Russie-Ukraine. Ouais. Exactement. Et alors ça, c'est le miroir qui a le mieux marché, qu'il est toujours débloqué, ce site. Et il y a eu, c'est le miroir qui nous a forcé à revoir notre dispositif technique, remettre plus de ressources, etc. Parce que ça a vraiment très bien marché. Parce qu'il y a trop de personnes qui se connectaient en même temps. Et là, c'est un des sites qu'on a plutôt bien choisi, au sens où il y avait un vrai besoin, il y avait une vraie envie. Alors, et pour le coup, il faut parler russe, parce que le site est que en russe. Donc, on est sûr que ce sont des internautes qui parlent russe, qui veulent s'informer sur la situation en Russie. Et c'est le miroir qui a vraiment... Vous êtes sûr, parce qu'en regardant les logs de qui accède à... Alors, non, on ne regarde pas les logs, mais c'est-à-dire que le simple fait que ce soit écrit en cyrillique fait qu'a priori, ce n'est pas des Espagnols qui... La seule chose qu'on peut voir des logs, parce qu'on avait fait en sorte de ne pas loguer trop de choses, parce que ça peut être un problème, la seule chose qu'on a vu, c'est que c'est des gens qui naviguaient sur plusieurs pages et qui allaient voir des pages précises sur des sujets de société, des articles de fond, etc. Et question, mais paradoxalement, le fait que vous débloquiez l'accès, c'est-à-dire vous proposez, techniquement parlant, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, si vous faites un miroir du site en question, ce qui fait que les Russes qui veulent aller sur grani.ru, c'est bloqué depuis l'intérieur de la Russie. Donc vous créez un miroir sur une autre URL qui là, a priori, est débloqué, mais en même temps, en créant un miroir, est-ce que vous ne permettrez pas éventuellement aux autorités russes de pouvoir identifier quels sont ceux qui vont sur ce site-là ? Non, parce que c'est nous qui avons accès au log. Enfin, c'est-à-dire qu'à moins que la Russie ait mis en place un système qui trace tous les gens qui vont sur ce miroir, et sachant que l'adresse du miroir va changer assez régulièrement, c'est assez compliqué de voir qui va accéder à ce site. Donc ça, c'est un des problèmes. Mais la seule chose que pourraient éventuellement voir les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, dans les pays
dans lesquels on a débloqué des sites, c'est juste l'URL du site qui est db1.ssl.global.fastly.net, ce qui est un marqueur assez faible pour identifier une potentielle Alors, on a un autre site qui est, là, c'est en Ouzbékistan, en Turkménistan, ce qui s'appelle Fergana, et où là, vous écrivez que les correspondants de Fergana prennent des risques considérables pour exercer dans la clandestinité leur mission d'information. Donc là, c'est encore un niveau supplémentaire des journalistes qui sont clandestins dans leur pays. Ouais, bah alors, par exemple, il faut savoir que Granny.ru, il y a une partie de l'équipe qui est en Russie et une autre partie qui n'est plus en Russie parce qu'elle ne peut plus. Elle est en exil. Elle est en exil. Et fergananews.com, c'est encore plus dur puisque c'est bloqué en Ouzbékistan, Turkménistan, qui sont des pays où, pour le coup, la situation pour les journalistes est assez dramatique. Nous, on fait aussi beaucoup d'assistance chez Reporters sans frontières. On va en parler tout à l'heure. Et on a eu beaucoup de cas de journalistes qui ont été obligés de fuir ce pays. Et donc, ceux qui restent dans ces pays ne peuvent pas dire qu'ils exercent pour ce site-là. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Et en effet, ils travaillent. Donc c'est sous pseudonyme ou sous pseudo, tout à fait, ouais. On part en Chine avec 2 sites. Il y a Minjing News, qui est le Tibet Post International. Alors, Minjing News qui parle de ce qui se passe en Chine avec des affaires de corruption, et Tibet Post International qui donne une vision sur ce qui se passe au Tibet. Et là, par contre, c'est fait par des gens qui sont à l'étranger, c'est pas sur place, c'est pas dans ces pays-là. Alors, Minjing News, ils sont à Hong Kong. Donc c'est la partie un peu, on va dire, plus libérale côté liberté d'expression en Chine qu'ailleurs. Par contre, le Tibet Post, en effet, ils ne travaillent pas au Tibet, ils ne travaillent pas en Chine, ils sont ailleurs, la rédaction est dans un autre pays. Et le Tibet Post, c'est un cas très intéressant parce qu'ils publient leur site en 3 langues, en anglais, en chinois et en tibétain. Donc c'est un site qui s'adresse à la fois à la communauté... et en même temps à la diaspora et à l'opinion publique et au grand international. public. Et c'est pour ça que c'était un des sites sur lesquels on a... Et qui est un des rares sites d'ailleurs qu'on peut lire en anglais, l'essentiel des autres sites étant dans leur langue. On a également Dan Lam Bao. Alors là, c'est au Vietnam, et effectivement, au Vietnam, c'est un des pays qui est les plus féroces à l'encontre des internautes. Alors, ce qui est intéressant avec la situation au Vietnam, enfin intéressant, c'est pas le bon mot, mais ce qui est caractéristique, c'est que au Vietnam, il y a à la fois de la surveillance et de la censure, surveillance technologique, mais au Vietnam, ça marche encore beaucoup avec la surveillance classique. C'est-à-dire qu'on identifie les gens, on les suit, c'est de la délation aussi. Et au Vietnam, il y a une loi qui s'appelle le décret 72 qui est passé en 2013 et qui fait qu'en fait Dan Lam Bao n'est pas un site autorisé au Vietnam parce que Dan Lam Bao n'est pas un site d'information enregistré au sens un grand média, etc. C'est plutôt un blog, mais qui fait de l'information. De toute façon, au Vietnam, il n'y a plus de médias qui font de l'information. Ce rôle-là, ils font de la propagande. Voilà, les lignes sont très difficiles à passer. Et pour le coup, c'est les journalistes, les gens qui informent vraiment au Vietnam sont plutôt les blogueurs. Et que dit ce décret 72 ? Ce décret dit que les gens qui ont un blog, qui ne sont pas journalistes professionnels, n'auront plus le droit que de parler de choses qui ont trait à leur vie personnelle. Et donc, ils n'ont plus le droit de traiter de l'actualité, des relations internationales. On a le droit de parler des recettes du riz gluant, mais c'est tout. Exactement. Voilà. Donc, d'après ce décret 72, tous les sites qui sont tenus par des journalistes non professionnels et qui parlent de l'actualité sont illégaux. D'accord. On a aussi, alors à Cuba, alors là ça m'a vraiment étonné, je ne connaissais pas du tout, c'est une agence de presse indépendante, Hablemos Press, qui compte 30 correspondants dans les 15 provinces cubaines. Leur matériel a été confisqué, leur téléphone portable connecté, il est très difficile d'accéder à Internet en toute liberté à Cuba, et malgré tout, ils arrivent depuis Cuba à informer. Alors, il est hébergé à l'étranger, j'imagine que c'est aux États-Unis. Ils arrivent à faire sortir les informations. On sait comment ils font pour sortir les informations ? Ils utilisent le téléphone et pareil, les journalistes d'Hablemos Press qui sont à Cuba prennent des risques considérables. Il y en a certains sont identifiés. Ouais. D'ailleurs, ce qui est marqué, ils ont été convoqués, certains ont été convoqués par le département de la sécurité intérieure et sommés de changer la ligne éditoriale. Et tout à fait. Et la veille de l'opération Collateral Freedom, il y a un journaliste d'Hablemos Press qui a été arrêté. On a réagi quelques jours après. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à Hablemos Press, les gens qui travaillent à Cuba pour Hablemos Press sont sous menace constante. Et ce qui est caractéristique à Cuba, c'est que la censure, c'est pas vraiment une censure technologique avec des gros firewalls qui bloquent toutes les requêtes à tel ou tel site. La censure, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le coût de l'accès à Internet est tellement élevé à Cuba que pour accéder à Internet, il faut mécaniquement parlant, très il y a un blocage. Voilà, exactement. Comment vous avez fait pour sélectionner ces sites-là ? Parce qu'il y a une soixantaine de pays qui pratiqueraient une censure plus ou moins forte au niveau d'Internet. Pourquoi je crois que c'est 11 sites
alors qu'il y en a beaucoup plus qui... C'est des problématiques sur lesquelles on travaille toute l'année. Ces sites, c'est des sites que pour la plupart on connaît bien pour être en relation avec eux. Enfin là-dessus, je donnerai évidemment pas de détails, par souci pour la sécurité des gens, mais de fait, depuis que RSF a été l'une des organisations pionnières sur les questions des nouvelles technologies, on a développé une expertise, mais aussi un réseau relationnel, une connaissance de ce paysage de sites, et qui fait que, au fond, voilà, l'essentiel de ceux qu'on a cités, ils font partie de ceux qu'on a aidés, dont on sait qu'à des titres divers, avec des moyens technologiques ou parfois avec des moyens plus classiques, ils sont attaqués. La logique de RSF sur tout ça, c'est que, on y reviendra peut-être, mais on donne des moyens au public de franchir et aux journalistes, chacun dans sa position, de franchir ces murs de la censure. Il y a des moyens qui consistent à tenter de passer sous les murailles, sur la grande muraille technologique de Chine, pour ceux qui veulent accéder à des sites à l'extérieur. C'est important aussi, et notamment pour les journalistes, pour qu'ils puissent enquêter, de pouvoir protéger leurs données, leurs communications, leurs sources. Donc ça, c'est tout un travail qu'on mène. Et cette opération Collateral Freedom menée le 12 mars, elle participe de percer des trous dans les murs de la censure que les États essaient d'installer. Parce qu'au fond, on a vraiment des États... On arrive dans cette situation un peu hallucinante dans laquelle il y a une mondialisation économique. Les produits, les services financiers, les touristes, les hommes d'affaires franchissent les frontières. Mais l'information indépendante, l'information pertinente, elle est bloquée. Elle peut être bloquée parce qu'il y a des États qui veulent isoler leur population du reste du monde, en mettant en place, donc je citais la Grande Muraille technologique de Chine, l'Internet qualifié d'halal en Iran. Il y a toutes sortes de moyens qui sont des moyens technologiques, d'autres qui consistent à facturer, à jouer sur en fonction de dispositifs d'Internet différents, à rendre certains plus chers et d'autres moins chers. C'était la stratégie en Iran, pour peu à peu isoler les populations du reste du monde, et sans qu'elles en aient conscience. Et c'est sans doute ça. Mais ces sites-là, ils sont connus dans ces pays-là, au-delà du cercle des dissidents. Alors, par nature, comme la censure, ça marche malheureusement dans certains pays, que la propagande, ça marche beaucoup. Il serait faux de penser que ces sites sont connus du grand public en général, mais si on veut peu à peu gagner des espaces de liberté, c'est en aidant ces sites qui, eux, avec courage, ces journalistes, ces nets citoyens, qui font ce travail, et petit à petit, on peut arriver à porter l'information. En même temps, le site de RSF est aussi censuré dans un certain nombre de ces pays. Donc comment est-ce que les URL que vous mettez sur le site de RSF peuvent arriver jusqu'à ces gens-là dans ces pays, sachant que RSF est aussi... Le site et les informations de RSF, l'an dernier, quand on a publié cette année, pardon, quand on a publié notre classement mondial de la liberté de la presse, le département de la propagande à Pékin, qui est faramineux par ses moyens, a édicté l'une de ses 1000 directives annuelles sur le classement mondial de la liberté de la presse de RSF, en disant que les médias ne devaient le citer sous aucun prétexte. Mais voilà où j'ai un peu oublié la question, je préfère l'avouer. Alors, sur le choix des sites et sur la diffusion des URL. Sur le choix des sites, malheureusement, on n'en a débloqué que 9. On aurait aimé en débloquer 1000. Je pense qu'il y a même plus de sites d'information que ça à débloquer, mais on a des moyens et de ressources limitées. Donc parce que ça coûte de l'argent, mine de rien, de faire ces miroirs-là. Ça coûte beaucoup de temps. Payer la bande passante. Voilà, il faut payer la bande passante. On a travaillé pas mal de semaines pour mettre en place ce dispositif-là. Et par contre, ces sites, ils ne sortent pas de nulle part, au sens où c'est des sites qu'on a choisis, on les a contactés. Ils nous ont été aussi conseillés par des gens avec qui on travaille, puisqu'on a 150 correspondants dans 130 pays. Et on a demandé à nos contacts, voilà, si on veut travailler sur cette opération, quel site serait le plus utile? C'était ça, quel site d'information serait le plus utile. C'était ça le critère pour principal. Que ce soit efficace. Exactement. Ça serve à quelque chose réellement. Et l'autre critère, c'est qu'il fallait que les sites en question soient d'accord. Parce que, oui, pour ne pas les exposer. Voilà, médiatiquement, ils ont été exposés. On espère qu'ils ont été exposés. Et cette exposition
aurait pu être un problème. C'est pour ça qu'on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord? Ça peut vous apporter encore plus de pression que vous en avez déjà. À côté de ça, ça peut vous apporter plus d'exposition. Et tous les sites avec qui on a fait cette opération étaient évidemment d'accord. Et vous avez eu des retours depuis, parce que ça a été lancé le 12 mars, donc depuis, vous avez eu des retours des responsables de ces sites-là pour savoir quel impact ça avait eu? Alors, oui, on a eu des retours. Alors, comme toute opération, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, on va être très honnête. On a eu des très bons retours des sites plutôt en Europe de l'Est et Russie, où là, l'opération a été extrêmement utile et marche très très bien. Et on a des retours de sites en Chine, où pour le coup, on en parlera, ils ont été bloqués, ils font qu'on les débloque à nouveau, nos miroirs. Et des retours aussi du Bahreïn, où là, c'est aussi pour une histoire de manque de temps et de techno, on en parlera peut-être plus tard, où le site qui a été débloqué est à nouveau bloqué, donc il faut qu'on retravaille là-dessus. Parce qu'en fait, pour expliquer concrètement, la technologie que vous avez utilisée pour faire les miroirs a été développée par Great Fire, qui est un hommage au Great Firewall of China, la Grande Muraille de Chine, qui est une ONG créée par des Chinois dissidents et qui se bat contre la muraille virtuelle de Chine depuis des années et qui avait déjà réussi à débloquer un certain nombre de sites, la Deutsche Welle, la BBC, qui étaient bloqués en Chine. Donc ils ont partagé en logiciel libre les logiciels qui leur permettent de contourner la censure que vous avez récupérée. Et ce qui est intéressant sur le site Great Fire, c'est il y a un formulaire où on peut mettre n'importe quelle URL et on peut savoir si le site est bloqué ou pas. Donc c'est là où on voit que RSF est bloqué, Arrêt sur image n'est pas bloqué, mon blog sur Le Monde est censuré, et quand j'ai tapé l'URL des sites que vous aviez débloqués, et ben en fait les sites chinois étaient déjà bloqués en Chine. Ça a été super rapide en fait. Alors ça a été rapide. Alors à la fois, nous, si le site peut être accessible, et on a fait beaucoup d'opérations de communication, parce que pour diffuser les URL, comme on a fait, on a contacté les 10 sites qui eux-mêmes ont diffusé à travers leur réseau. Parce que leur propre réseau, d'accord. La censure, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire l'information passe toujours. Même en Chine, ça passe. Même dans un pays qui a la capacité de bloquer Internet, ça passe par SMS, ça passe par... Internet a été conçu pour l'information circule. Exactement. De toute façon, ça passe toujours. Donc ces URL sont passées. Elles ont été accessibles 3 heures, 6 heures, 10 heures, un jour. Elles ont été bloquées. On a eu l'information et l'information a été confirmée. Donc les URL, c'est les adresses Internet qu'on tape dans la barre. Tout à fait. Les adresses de nos miroirs ont été bloquées en Chine. On va les redébloquer avec une autre technologie plus performante. Et les outils de Gridfire, on n'a pas pu les utiliser pour les sites en Chine. On a utilisé une autre techno un peu plus obsolète. C'est pour ça que ces sites-là ont été bloqués. Et l'intérêt des outils de Gridfire, c'est que si un miroir est bloqué, eh bien, moi je suis un internaute en Chine, je me connecte au site, je vois que le site est bloqué. Et le serveur est assez intelligent pour dire, bon, le site est bloqué, je te renvoie vers un autre miroir. Et si l'autre miroir est bloqué, je te renvoie vers un autre miroir. Et si l'autre miroir est encore bloqué, je te renvoie vers GitHub, qui est un site sur lequel on publie des... C'est là où il y a le code source de plein de logiciels libres, et c'est là où est publiée la liste des sites qui sont censurés et des adresses miroirs pour le contourner. Et pourquoi on l'a publié sur GitHub et pourquoi Gridfire l'a publié sur GitHub? Parce qu'en ça, on a suivi leur mode opératoire. Parce que GitHub a été bloqué en Chine, je crois que c'était en 2013, et parce qu'il y avait une pétition qui circulait, pas une pétition, la liste des techniciens qui ont contribué à écrire le logiciel, enfin travailler sur le Great Firewall of China. La liste des noms de Chine, exactement. La liste des noms a été publiée et la Chine a bloqué GitHub. Sauf que bloquer GitHub, c'est tirer une balle dans le pied parce que c'est comme bloquer Wikipédia, bloquer Google. Enfin, tellement de gens s'en servent que. Mais surtout des gens et des entreprises. Et donc là, la Chine a levé le blocage au bout de 3 jours. Et c'est pour ça que les adresses de nos miroirs qui vont changer et les adresses des miroirs que Gridfire publie également sont publiées sur GitHub. Parce que là, pour le coup, bloquer GitHub, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Christophe Deland, il y a quelque chose à. On a joué là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que ça représenterait un coût, mais y compris un coût économique énorme pour ces États, donc là sur la technologie principalement employée, que de bloquer les sites, puisqu'en gros on est allé loger les miroirs à l'intérieur de services de grandes sociétés informatiques dont les entreprises de ces États ne peuvent pas se passer. Donc il faudra à ces États priver leurs entreprises, priver le cas échéant leurs administrations aussi, de services de très grandes sociétés du net pour bloquer les sites que nous avons débloqués. On joue sur ce levier-là et ça a été un levier qui de fait a très bien marché. Alors un autre truc que j'ai vu quand j'étais sur Great Fire, c'est que Great Fire a sorti le 28 ou le 26 février dernier Free Browser, qui est en fait un navigateur pour Android et qui permet de contourner la grande muraille de Chine virtuelle. Donc moi je l'ai téléchargé ce matin, je me suis dit tiens on va regarder, est-ce que les sites, parce que là il y a 5 sites, donc on a appris il y a 2 jours qu'il y a 5 sites qui ont été bloqués
bloqués par le ministère de l'Intérieur, à la demande du ministère de l'Intérieur en France, qui sont des sites qui sont accusés de faire l'apologie du terrorisme. Donc quand on y va depuis un fournisseur d'accès Internet, on tombe sur ce visuel, vous avez été redirigé sur ce site parce que le contenu provoque à des actes de terrorisme. Et donc j'ai lancé Free Browser, j'ai mis l'URL qui est bloquée par les failles français et ça marche. En fait, j'ai découvert qu'on peut accéder aux sites censurés en France grâce aux gens qui permettent de contourner la censure en Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce blocage-là. Il y a des outils dans tous les pays dont on parle, des gens utilisent là, c'est le même outil que celui que vous utilisez pour RSF. Dans l'autre sens et c'est dans des conditions qui sont un peu différentes. Nous, ce à quoi on s'attache, et de fait, c'est une des grandes problématiques aujourd'hui, c'est de distinguer l'information indépendante, enfin l'information au sens où on entend celle qui est produite par le journalisme, qui a une visée à aller lever un bout du voile sur le réel, de l'information, j'allais dire, de propagande. Et on entre dans une ère de la propagande de manière générale, où on s'en rend compte, le groupe État islamique à ses médias, à son journaliste qui, avant les exécutions des otages, va poser ses questions. Je mets tout ça évidemment entre guillemets, parce que ça n'a rien d'un journaliste. RSF, mais juste pour en 2011 et 2012, vous étiez prononcé contre le blocage administratif. Non mais alors, justement, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui que survive l'information au sens noble du terme, au sens de l'information journalistique, au milieu de cet océan de propagande où les groupes religieux extrémistes, les entreprises, qu'elles soient multinationales ou pas, enfin, chaque pouvoir peut s'adresser directement à ce qu'il estime être son public et qui est de l'information, j'allais dire, sponsorisée soit purement par l'idéologie, soit par l'intérêt. Enfin, une information qui est désintéressée. Je comprends de faire la distinction entre les sites que vous mettez en avant avec Collateral Freedom, qui sont des vrais sites d'information, et les sites qui font l'apologie du terrorisme. On est bien d'accord, c'est pas la même chose. Et ce pourquoi on proteste contre un certain nombre de dispositions, et notamment dans les textes ayant vocation à lutter contre le terrorisme, c'est que au motif de lutter contre la propagande, il ne faut pas que soient prises des mesures dérogatoires qui pourraient porter atteinte à la liberté de l'information au sens où on l'entend. Et ce risque, il est pris lorsque sont retirées de procédures, j'allais dire, classiques et protectrices, un certain nombre de blocages. Donc ça va des lois antiterroristes, disons, à la loi sur la liberté de la presse, qui est la fameuse loi de 1881, dont on a retiré d'abord l'apologie du terrorisme. Là, ils veulent passer l'apologie du racisme et de l'antisémitisme. Et on a vu, effectivement, après Charlie, il y a 70 personnes qui ont été mises en prison parce qu'ils étaient bourrés, ils étaient énervés, ils ont dit vive Al-Qaïda. Parce que nous, on n'est pas ni des suppôts des forces de police, ni des suppôts des terroristes. Simplement, on est attaché à la liberté de l'information et à ce que les procédures garantissent la liberté de l'information. Et les procédures, elles sont, de ce point de vue-là, le droit, il doit être protecteur. Mais là, concrètement, vous étiez élevé contre le décret qui permettait le blocage administratif des sites web. Là, aujourd'hui, on est depuis 2 jours confronté à 5 sites web qui sont bloqués. Vous en pensez quoi? Non, mais ça ne nous fait pas dire que les sites web bloqués sont des sites d'information. Donc on est contre un principe parce qu'on veut protéger. Là, ça ne nous fait pas des défenseurs de tel ou tel site. Je pense que c'est un propos assez clair. C'est le principe même du blocage. Parce que c'est pas une question de valeur de choses. C'est que une procédure fait qu'un jour, il y a un risque. Là, on n'est pas en train de dire qu'un site d'information portant un journalisme digne de ce nom a été bloqué. Mais on met en place l'outil qui un jour pourra... Et que ça puisse servir... qu'en gros, il y a un dispositif juridique qui permette ensuite de restreindre le pluralisme au sens favorable. Est-ce que vous contestez également, c'est le fait qu'il n'y ait pas de juge, que ce soit... Alors, de fait, le côté blocage administratif, là, ça vient sans passer par l'intermédiaire d'un juge, ça, c'est un point qu'on a contesté. Il y a un contrôle par une personnalité qualifiée de la CNIL qui est censée réviser la liste. Un contrôle a posteriori. Et son avis n'est que consultatif. Et à supposer que la personnalité qualifiée en question ne soit pas d'accord avec le fait qu'on n'a pas consulté son avis, il a la possibilité d'aller voir un juge administratif en référé. Donc c'est quand même... Là, sur ces pages-là, il y a effectivement un lien recours où on peut intenter un recours si on estime que la procédure est abusive. Mais il y a une personnalité qualifiée
pour je ne sais pas combien de sites. Alors là, ils ont annoncé initialement, ils avaient annoncé qu'il y aurait 10 sites. Là, pour l'instant, ils commencent avec 5 sites. Alors moi, ce que j'ai trouvé très ironique dans cette histoire, c'est que ces sites-là, je ne les connaissais pas. Donc bien évidemment, j'ai été les voir. Et là, c'est vraiment l'effet Flamby, l'effet Streisand. C'est qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont découvert l'existence de ces sites et qui, comment on peut contourner la censure? On peut aller les voir, c'est relativement simple. Il suffit de télécharger le navigateur Tor et on y accède, d'utiliser Free Browser de GreatFire ou d'utiliser un fournisseur d'accès Internet alternatif, ou en tout cas plus petit. Et là, la censure, on la contourne en deux coups de cuillère à peau. Enfin, c'est presque faire de la publicité. Bah, là, très clairement, l'un des sites, pareil, moi j'ignorais jusqu'à son existence. Et en effet, depuis ce week-end, il y a une pub pas possible pour ces sites. Donc là, c'est comme vous le disiez, c'est pile l'effet Streisand. Et je pense que c'est contre-productif parce qu'en plus, nous, on s'est élevé contre ça. Il y a d'autres organisations qui s'élèvent contre le blocage administratif. Et ça, c'est entre guillemets du pain béni pour toutes ces organisations parce que ça, c'est quelque chose qu'on a dénoncé et finalement qui arrive, on peut enfin avoir quelque chose de tangible. Parce que moi, en voyant cette page-là, bon, c'est toute proportion gardée, ça m'a rappelé, on fait beaucoup de formations un peu partout dans le pays, il n'y a pas, dans le monde, et il n'y a pas longtemps, on était au Pakistan. Je suis allé sur YouTube et j'ai eu une page, j'ai tapé youtube.com dans mon navigateur à partir de Pakistan sans aucun outil de contournement et j'ai eu ce type de page. Et là, en fait, de voir ça aujourd'hui en France, moi je trouve que ça m'a fait un peu un effet un peu particulier. À titre d'information, il y aura un papier de Justine sur Arrêt sur Image qui présente qui sont les sites qui donc on n'a pas le droit de regarder. Ça avait été qualifié par Catherine Chambon, qui est la responsable au sein du ministère de l'Intérieur de lutte contre la cybercriminalité. Elle voulait faire de la prophylaxie, c'est-à-dire permettre aux gens qui savent pas trop comment contourner la censure de ne pas tomber dessus par hasard ou de ne pas s'embrigader en allant dessus. Mais bon. À propos de formation, ça c'est un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que une chose est de débloquer l'accès à des sites qui sont censurés, une autre est de faire de la formation. Et je sais que RSF fait beaucoup de formations, notamment autour du kit de survie numérique, en France, mais également à l'étranger. Ouais. J'allais dire, d'abord à l'étranger, puis en France. C'est plutôt dans cet ordre-là que ça a été fait. Aujourd'hui, pour exercer librement le journalisme, il faut éviter que un gouvernement, la police ou alors une officine viennent dans votre ordinateur regarder ce que les données, les sources que vous avez surveiller ou attenter au secret des sources. Porter atteinte à vos échanges sur le net. Donc, s'il n'y a pas cette protection, j'allais dire de la vie privée du journaliste, enfin d'éléments qui sont privés, il n'y a pas d'indépendance et il n'y a pas de travail librement exercé. C'est ce que disait Franck Larue, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression, c'est que la protection de la vie privée était le corollaire de la liberté de l'information. Il n'y a pas de liberté sans vie privée. Il n'y en a pas de manière générale, mais notamment sur la matière qui nous concerne, qui est le travail d'enquête, de reportage. Et ça s'applique à des cas qui sont radicalement différents. Ça s'applique évidemment au grand reporter qui part dans un pays en guerre et qui, s'il ne protège pas ses données et ses communications, risque faire l'objet de tirs. On a eu le cas en Syrie en tout cas sur lesquels il y a des fortes présomptions. Alors ça peut être une communication téléphonique. On soupçonne qu'il y a une journaliste britannique qui était en train d'accorder une interview au téléphone et qui, juste après, a reçu une bombe, elle est morte, et on soupçonne que ce serait via la géolocalisation via son téléphone. Alors il y a des choses qu'on ne soupçonne pas du tout qui sont évidentes. C'est le cas d'un documentariste britannique célèbre qui, au début du conflit en Syrie, n'avait pas protégé tout le contenu de son ordinateur et, par exemple, avait interviewé des gens et avait gardé avec lui donc les rushs, c'est-à-dire le contenu de ses interviews. Il avait enquêté sur un réseau de communication de l'armée syrienne libre à l'époque et avait dit vous inquiétez pas, je garantirai votre anonymat, je vous flouterai, I will blush you, de retour à Londres. Sauf qu'avant son retour à Londres, son ordinateur a été a été saisi, et les gens qui l'avaient interviewé étaient obligés de partir, qui au Liban, qui dans la clandestinité. Donc c'est des cas très, très, très concret, mais c'est aussi, alors c'est le cas d'un journaliste dans un pays dictatorial, je pense à des cas de journalistes en Libye, à qui régime sous Kadhafi, auquel une société française avait vendu du matériel de surveillance, et qui se retrouvait dans un cachot soumis à des questions, et on lui soumettait le contenu de sa boîte mail. Qui avait été parce qu'il y avait eu une intrusion, et c'est le cas dans
de manière différente, de journalistes d'investigation dans les démocraties qui sont fondés à protéger, lorsqu'ils travaillent sur des affaires sensibles, leur donner leur communication. On a le compagnon de Glenn Greenwald qui avait été intercepté à l'aéroport à Londres parce que tous ses disques durs avaient été saisis parce qu'ils voulaient, les services de renseignement britanniques ne voulaient surtout pas qu'ils puissent se trimballer avec les documents Snowden. Donc là, ce que fait Reporters sans frontières, c'est donner des moyens. Oui, à ceux qui se font tirer dessus, on donne des casques et des gilets pare-balles. Alors ça, c'est l'analogie que j'aime bien. Ouais. C'est un reporter de guerre a besoin d'un gilet pare-balles et d'un casque. Un journaliste sur Internet, quand il travaille sur des sujets sensibles, il doit savoir sécuriser ses données. Pour protéger ses sources, son intégrité physique. Et également celle, surtout, des gens qui l'interviewaient. Oui. Et donc là-dessus, on donne des moyens. On donne des moyens d'abord en connaissance, c'est-à-dire c'est l'aspect formation. Et Reporters sans frontières a organisé souvent Grégoire, c'est Grégoire qui est responsable de l'ensemble de ces formations, qui souvent les dispense lui-même. Mais on a dispensé ça aussi bien, Grégoire y est allé, à Kaboul, en Afghanistan, au Tadjikistan, au Sénégal, en Afrique du Nord, c'est RSF, à plusieurs reprises. Ils payent des vacances partout dans le monde sur fond de sécurité informatique. Les vacances en Afghanistan, c'est pas vraiment des vacances. Ouais. Hein, alors concrètement, ça se passe concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, en fait, Et qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors déjà, avec qui on travaille, après qu'est-ce qu'on apprend? Avec qui on travaille avec des journalistes et comment on les sélectionne? Ce sont nos correspondants ou des associations partenaires avec qui on travaille sur place qui nous disent bon ben voilà, par exemple au Pakistan, je sais que telle personne qui travaille dans les zones tribales a vraiment besoin d'apprendre à sécuriser son ordinateur, son téléphone, ses données, et ou telle autre personne. Donc on avait par exemple au Pakistan, on a eu des personnes d'à peu près toutes les régions du Pakistan, Baloutchistan, Cachemire, etc. C'est des journalistes professionnels. Et ce sont des journalistes, alors à la fois des journalistes professionnels et des blogueurs. Il y a en général plus de journalistes professionnels, mais ce sont des formations qui s'adressent à tous les gens qui font de la formation, que ce soit donc des professionnels au sens où ils sont payés pour le faire, ou que ce soit des amateurs au sens où ils le font et ils ne sont pas payés pour le faire. Donc ça, on passe 3 jours avec ces gens-là et on identifie une personne parmi les 8-9 personnes avec qui on passe 3 jours, et on passe une journée de plus. Et on la forme pour qu'elle soit référent et pour qu'elle organise d'autres formations. Comme ça, on essaime un peu par granularité. Vous apprenez à pêcher et pas seulement à livrer le poisson. Exactement. Et qu'est-ce qu'on apprend pendant ces formations? On apprend, alors ça part vraiment de la base, ça dépend vraiment des publics, mais voilà, on apprend, alors d'ailleurs c'est chez toi que j'ai lu ça, c'est... un ordinateur, c'est comme un château fort, quoi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'abord on creuse les douves, ensuite on fait la muraille, etc. C'est un des principes en sécurité informatique, c'est par palier. Voilà. Et ça ne sert à rien d'acheter une porte blindée si la fenêtre est ouverte. C'est exactement ça. Donc on apprend les bases. Ce que c'est un antivirus, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de versions de Windows craquées un peu partout. On explique que ça serait mieux de ne pas avoir de version craquée. Pas du tout pour Microsoft, une question légale ou autre. Ça c'est un autre problème, mais ce n'est pas le nôtre. Mais parce que voilà, ça permet de faire les mises à jour, les versions légales. Donc voilà, ne serait-ce que si un ordinateur n'est pas à jour, il a des failles de sécurité. Exactement. Donc ça va de là et vraiment une première journée sur les bases. Vraiment, c'est l'hygiène numérique. Comment est-ce qu'on surfe sur Internet sans avoir trop de problèmes, comment on ne clique pas sur des liens quand on ne sait pas qui envoie l'email, vraiment des choses très basiques. Ensuite, on apprend comment utiliser un VPN. Un VPN, c'est un tunnel privé virtuel qui permet de chiffrer toutes les données entre son ordinateur et le site qu'on visite. Tout à fait, sur ordinateur, sur téléphone, on apprend comment utiliser des logiciels de contournement de blocage et après, selon les contextes, selon les pays, on change le contenu de la formation. Par exemple, en Turquie, les gens étaient très intéressés, les journalistes avaient un réel intérêt sur tous les outils de contournement de la censure. Parce qu'en Turquie, il y a beaucoup de sites censurés. Au Tadjikistan, c'était la même problématique. Au Pakistan, par contre, on a beaucoup parlé de protéger ces échanges, parce qu'au Pakistan, c'est un des pays qui est client de Gamma International et FinFisher. Donc ce sont des vendeurs de logiciels espions, donc c'est des chevaux de Troie qui sont vendus exclusivement aux services de renseignement. Et quand vous avez ce cheval de Troie qui est furtif pour les antivirus, eh ben celui qui l'a envoyé, il contrôle complètement votre ordinateur. Exactement. Et ça, c'était une des demandes avant même, parce qu'on commence la formation, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. On a évidemment le programme. Et une des choses qu'on nous a demandé, c'est voilà, FinFisher, nous, on veut savoir comment on se protège de ça. Et on passe 3 jours là-dessus. Et aussi, on parle aussi d'outils de communication chiffrée, que ce soit des emails, des chats, jusqu'à des choses un peu plus complexes. Mais vraiment, on essaye de voir des bases jusqu'aux outils de cryptographie un peu perfectionnés.
Messieurs, il nous reste 3 minutes. Il y avait un autre point qui me semblait très intéressant, c'était en 2012 et 2013. Alors, il y avait eu des classements des pays ennemis de l'Internet. Il y avait les pays sous surveillance. Il y avait notamment la France, qui avait été sous surveillance pendant 2 ans. Et une des raisons pour laquelle la France avait été mise sous surveillance, c'était à cause de Millipol et de Technology Against Crime, qui sont en fait 2 salons réservés aux marchands d'armes et où il y avait pas mal de vendeurs d'armes de surveillance et qui sont des salons qui sont parrainés par le ministère de l'Intérieur, voire co-organisé par le ministère de l'Intérieur. Comment ça se fait que la France, qui est patrie des droits de l'homme et défense de la liberté d'expression, en même temps fasse la promotion de systèmes de surveillance? On va peut-être pas revenir à l'instant sur les grandes notions patrie des droits de l'homme, mais je ne sais pas si c'est le sujet du débat. Toujours est-il que manifestement, un certain nombre de software, de logiciels, constituent aujourd'hui c'est l'équivalent de l'armement. C'est des armes. Puisque les conséquences peuvent être 5 milliards de dollars par an. Il y a une part légitime, évidemment, qui est traquer le crime, le terrorisme, et puis il y a une part légitime quand ces matériels sont utilisés à mauvais escient. Et le glissement, il peut être rapide. Et il est évidemment non seulement rapide, mais automatique quand ces logiciels sont vendus à des pays qui en font automatiquement un usage de répression. Et alors, il y a eu des progrès. Reporters sans frontières avait un certain nombre de préconisations, notamment liées au fait que les exportations de ces logiciels, de ces softwares, soient au fond assimilées à l'exportation d'armements. Et donc les armes de surveillance et logiciels espions font partie maintenant de ce qu'on appelle l'arrangement Wassenaar, qui est un arrangement multilatéral. Alors là, de 41 pays, si je ne me trompe pas. Où on doit avoir l'autorisation du gouvernement pour exporter ce genre de L'Union européenne travaille sur le sujet, donc il y a des avancées. Les procédures ne sont pas assez transparentes, mais il y a des avancées, c'est-à-dire il y a eu une prise de conscience quand même du danger que pourrait représenter pour les libertés dans de très nombreux pays l'exportation de ces dispositifs, de ces logiciels. C'est vrai qu'il y a une forme de militarisation du web. Au fond, c'est un terrain évidemment, enfin là c'est une banalité, mais comme le terrain physique. Et l'enjeu pour les citoyens, et évidemment pour des ONG comme la nôtre, c'est de faire en sorte que les libertés l'emportent sur leur répression. Et de faire basculer, de déplacer le curseur pour que le curseur se trouve au bon endroit. Et ce matin, on a eu dans le Figaro, donc c'est sorti, les premières lignes, on n'a pas encore le texte, les premières lignes du projet de loi sur le renseignement, et où là, on découvre que la conservation des données de connexion, donc des traces qui sont conservées par les fournisseurs d'accès, qui ont été jugées contraires au droit européen l'année dernière par la Cour de justice de l'Union européenne. Jusqu'à présent, les FAI devaient les garder pendant 1 an, là, ça va passer à 5 ans, et où on découvre également que les autorités françaises veulent faire pression sur les acteurs de l'Internet, les fournisseurs d'accès, et en même temps les réseaux sociaux, les Google, Facebook, Twitter, pour faire de la détection de comportements suspects. Je ne sais pas si vous avez Avec l'utilisation de technologies dites DPI, Deep Packet Inspection, qui sont utilisées dans beaucoup de pays qu'on connaît. C'était utilisé à Mésis, donc avec une intrusion extrêmement grande. Et donc, il ne s'agit pas de délégitimer la lutte antiterroriste. Évidemment qu'elle est légitime. Il s'agit de mettre en place des garde-fous pour que nos libertés essentielles, et parmi elles la liberté de l'information, soient protégées. C'est là-dessus que Reporters sans frontières fait des préconisations. Bon, on y reviendra. Je vous remercie beaucoup, messieurs, et on se retrouve dans 15 jours. Bye bye.